Dimanche 7 août 1966, à l'aube, la lumière blafarde se couche encore sur la petite bourgade d'Everman, Texas. L'air sent la terre sèche et la paille brûlée. Seul le vrombissement d'un tracteur vient troubler le silence brûlant de la prairie. James Hollister, fermier de 3e génération, conduit son pick-up poussiéreux vers le champ de sorgho quand il aperçoit, garé de travers sur l'accotement de la Farm Road, 917, une Chevrolet Impala turquoise de 1957. Les roues sont encore tièdes, la carrosserie couverte d'une fine poudre calcaire. Mais ce qui lui glace le sang, c'est ce couvercle de coffre à demi ouvert, comme une bouche entr'ouverte prête à hurler. James hésite, le souffle court. Puis il descend, essuie la sueur de son front creusé et soulève le couvercle. Une odeur de poudre, de sang rance et de pétrole lui assaille les narines. Recroquevillé, épaule contre épaule, ligoté par des ceintures entortillées, reposent Richard Bond, 15 ans, et son cousin Matthew Duncan, 16 ans. 2 visages juvéniles, martelés de balles, figés dans une expression qui n'a plus rien d'humain. La stupeur glacée d'un monde qui s'écroule. Le fermier recule, agrippe la benne du pick-up pour ne pas s'effondrer, puis saute dans la cabine et fonce vers le poste de shérif. Le mal est déjà lancé. À quelques kilomètres, le shérif du comté de Johnson, Wade Harper, reçoit l'appel et fait hurler la sirène de sa Plymouth Fury. Quand il atteint la Seine, il sent toute la violence de l'Ouest moderne collée à ses bottes. Des éclaboussures de sang maculent la tôle, encore fraîche sous le soleil montant. Wade ferme brièvement les yeux. Personne ne devrait mourir ainsi. Autour de lui, des vautours tournent déjà dans le ciel jaune, comme s'ils reconnaissaient l'œuvre d'un prédateur plus puissant qu'eux. Les enquêteurs identifient vite la voiture. Elle appartient aux parents de Richard. Les 3 adolescents sont portés disparus depuis la veille au soir, partis retrouver la petite amie de Richard. Laura Smith, 17 ans, blonde pétillante que toute la ville adore. À présent, son absence hurle plus fort que n'importe quelle sirène. Le dimanche se termine dans un tumulte d'alertes radio, de postes de contrôle improvisés, de parents terrassés par l'angoisse. Puis, à 100 kilomètres au sud, dans l'obscurité tiède de Rosebud, un jeune homme au visage couleur craie se présente au bureau du shérif Brady Pamplin. « Je dois tout raconter. » Roy Dale Green vient de déposer l'une des confessions les plus sinistres que le Texas ait entendues. Roy décrit une nuit de chasse humaine. À ses côtés, Kenneth Allen McDuff, 21 ans, géant sec, sourire en lame de couteau, connu des autorités comme on connaît un incendie qu'on n'arrive pas à éteindre. Cambriolage, voies de fait, vol à main armée. Chaque arrestation l'a rendu plus insolent. Macduff, dit Roy, voulait une fille à violer et à tuer. Pour lui, la vie d'autrui n'est qu'une route secondaire, menant à son propre plaisir. Il roule dans la Dodge verdâtre de Macduff et croise les 3 adolescents près du terrain de baseball. Macduff sort, pistolet à la main, et braque son enfer sur les gamins. Roy, resté au volant, croit encore à une frime. Il se trompe. Sous la lune d'août, les garçons se retrouvent forcés d'escalader le rebord du coffre de leur propre voiture. Laura tremble, supplie, ses ongles raclent la peinture. Le métal résonne quand le couvercle se referme. La nuit vient d'avaler 3 respirations. Macduff choisit la route la plus déserte. Un chemin de terre tordu
serpentant vers les bois de Johnson County. Là, il stoppe. Il tire les 2 garçons hors du coffre, les force à s'agenouiller. Ses bottes craquent sur le gravier. Sous le halo blafarde des phares, il fait feu, à bout portant. Le tonnerre du calibre 38 fait sursauter Roy. 8 détonations, écho lugubre dans la campagne. Les corps s'affaissent dans la poussière, mutilés, méconnaissables. Toute trace d'innocence vient d'être balayée. Laura hurle encore quand Macduff la traîne, ligotée, jusqu'au coffre de son pick-up. Roy, hypnotisé par la peur, efface les traces de pneus, essuie les poignets, jette les portefeuilles dans un champ. Puis ils repartent, Laura enfermée dans l'obscurité suffocante. Sur un chemin isolé bordé de chênes tors, Macduff stoppe à nouveau. Il ordonne à Roy de maintenir les chevilles de la jeune fille pendant qu'il serre ses doigts autour de sa gorge fine. Roy sent la vie quitter le corps de Laura en tremblements terribles. Quand le dernier souffle s'éteint, Macduff lâche, roule le cadavre au-delà d'une clôture et le recouvre de broussailles, comme on étouffe un secret. La confession de Roy déclenche un branle-bas de combat inédit. Le shérif Pamplin sait que chaque minute compte. Il appelle tous les postes de radio, alerte les comtés voisins. Trouvez Kenneth Macduff avant qu'il tue encore. Le soir même, un informateur prévient qu'il a entendu Macduff prévoir un rendez-vous galant à Bremont. Les forces de l'ordre se postent autour de la maison de la jeune femme. Il est 23h30 quand un moteur gronde. Dans la poussière des phares, la silhouette de Macduff apparaît. Il réalise l'embuscade, braque pour fuir, mais les fusils crépitent. Pneus éclatés, radiateurs perforés. La Dodge meurt dans un nuage de vapeur. Macduff lève lentement les mains. Le prédateur est capturé, vivant. Cependant, retrouver le corps de Laura relève du supplice. Pendant des jours, Roy guide les autorités à travers forêts et champs, incapable de se repérer. Le Texas tout entier retient son souffle, jusqu'à ce qu'un ranger repère un lambeau de jupe accroché à un roncier. Laura repose là, couverte de feuilles sèches, son innocence rendue à la poussière. Octobre 1966. Le procès de Kenneth Macduff pour le meurtre de Matthew Duncan s'ouvre à Fort Worth. Dans le box, Macduff arbore un visage d'airain. Sa mère, Addie, assise au premier rang, soutient son fils comme une statue. Roy Dahlgren, lui, tremble lorsqu'il raconte, minute par minute, le massacre. Mais au Texas, la loi exige qu'un témoignage d'acolyte soit corroboré. L'accusation dégaine 2 pièces majeures, les portefeuilles ensanglantés de Richard et Matthew, retrouvés dans un champ, et la chemise brûlée, maculée de sang, enterrée derrière le hangar du frère de Macduff. Ces preuves forment une arche accusatrice solide. La défense tente un coup désespéré, faire porter le chapeau à Roy. Macduff prétend qu'il dormait. Les jurés voient clair. Après 4 heures de délibération, le verdict tombe. Coupable. La sentence. Chaise électrique à Huntsville. Macduff demeure de marbre. Seule sa mère éclate en sanglots. Pour les habitants d'Everman, la condamnation est un baume amer. Mais au moins, pense-t-il, le mal est enfermé. Pourtant, dans la cellule B17, Kenneth Macduff esquisse un sourire, car il connaît les failles de la loi. Tandis qu'il marque des encoches invisibles sur le mur, il prépare déjà sa prochaine échappée. 11 octobre 1939, Huntsville. Les portes du pénitencier se referment derrière Kenneth Allen Macduff comme des mâchoires répues.
Mais pour la première fois depuis 23 ans, c'est l'air de la liberté qui gonfle sa poitrine. Une simple chemise enchambrée et un sac poubelle contenant ses maigres effets. Voilà l'uniforme du prédateur ressuscité. Devant les barbelés, un ciel pâle d'automne, miroite, indifférent. Macduff ne lève même pas les yeux, il ne contemple pas, il calcule. À Rosebud, sa ville natale, la rumeur arrive plus vite qu'un orage d'été. Les commerces ferment plus tôt, les chiens hurlent sans raison, les serrures grincent. Larry Pamplin, nouveau shérif de Falls County, sent le poids de la prophétie de son père glisser entre ses omoplates. Le diable a de nouveau un cheval. Macduff, lui, parade. Il dévore des steaks rares au café Dixie, sourit aux serveuses, parle de réinsertion. Par une faille aberrante du système, il touche une bourse fédérale pour reprendre des cours à la Texas State Technical College de Waco. Il s'installe en dortoir comme un étudiant lambda, mais le soir, derrière la porte 107, le whisky mêle son odeur aiguë à celle du crack. Des prostituées traversent les couloirs en talons étouffés, repartent blafardes. Les autres étudiants ferment les yeux. La peur loue toutes les chambres voisines. Mars 1981. Sur l'Interstate 35, les corps commencent à manquer à l'appel. Valencia K. Joshua, 23 ans, disparaît après un shift tardif. Quelques semaines plus tard, on exhume dans les broussailles longeant le campus un corps nu, ligoté de lacets, en décomposition avancée. La peau porte la signature du sadisme. Brûlure de cigarette, morsure, échymose en forme de doigt. À 2 mètres, la terre trahira bientôt un second trou vide, prêt pour une proie avortée. 1er mars 92, Quick Pack, number 120, Waco. 4 heures du matin, Melissa Northrop, 22 ans, jeune mère de 2 enfants, finit d'aligner des paquettes de chips quand une silhouette surgit. Casquette basse, yeux d'encre. Macduff frappe sans un mot, désactive l'alarme d'un regard. Melissa disparaît. Plus tard, son sac se renverse sous le comptoir et son berline Pontiac blanche manque à l'appel. Le même jour, Macduff plante la voiture dans un bosquet près de Dallas, laisse la clef sur le siège, chemine jusqu'à un motel miteux où il bouscule la porte de la chambre 212. Hank, Hondo, Worley, ex-tolard falote, lève des yeux rouges. Macduff balance un gros sac poubelle. T'as 20 minutes pour brûler ça. Dedans, cordelettes, sous-vêtements, un porte-clés, Hello Kitty et des cheveux bruns collés de sang. Worley tremble, mais obéit. Pendant que la police de Waco patauge, la peur coagule dans les comtés voisins. Lorsque Valencia K. Joshua est enfin identifié, le marshal fédéral Parnell McNamara relie les points sur la carte. Everman, 1966. Waco, 1991. Johnson County, Dallas. Un trajet en forme de croix noire. 25 mars 1992. Le corps de Valencia émerge sous le soleil, découvert par un chien errant. La nouvelle claque comme un coup de feu. McNamara obtient un mandat fédéral pour trafic de LSD, car un junkie affirme que Macduff lui en a fourni. Prétexte mince? Oui, mais face à un ogre, on brandit ce qu'on a. Les Marshalls entrent en chasse. Austin, 29 décembre 1981, réapparaît dans la chronologie. Colin Reed, comptable de 28 ans.
lavant sa Mustang rouge dans une station à Jet. Une caméra bancale capte la silhouette d'un homme massif qui la traîne par la gorge, la bourre dans une Oldsmobile sombre. On n'a plus revu Colleen vivante. La police d'Austin se noie dans les dossiers, jusqu'à ce que Worley, humilié et paniqué, commence à parler. Il décrit Colleen, le car wash, les cris étouffés, la fête de crack sous un pont, les soubresauts quand Macduff serre trop fort. Son récit se brise net quand il évoque l'appel et le terrain vague. Les Marshalls extraient de Worley assez de vérité pour quadriller le Texas. Mais Macduff a déjà disparu comme une vipère dans les herbes hautes. 3 mai 1992. Kansas City. Au dépôt BFI, un conducteur de benne à ordures surnommé Richard Fowler exhale une odeur d'ammoniac et de tabac froid. Un collègue, féru de fêtes d'hiver, fixe son regard vide. « Tu connais Macduff ?» On dirait son jumeau. Il appelle la hotline. Les empreintes confirment. Fowler est bien Macduff. 4 mai 1932. 13h32. Une équipe mixte, US Marshals Kansas PD, bloque la benne sur un pont de service. Uniforme fluo, faux contrôle routier. Macduff freine, s'avance, tend ses papiers. Les menottes claquent. L'assassin relève enfin les yeux, 2 disques noirs, sans reflet, pare-brise de ténèbres. Retour triomphal au Texas sous escorte aérienne. Dans la soute de l'avion, le vent martèle les parois comme une clameur des victimes. Macduff reste muet, mais un tic de la joue gauche pulse à chaque rafale. Houston, février 1993. Palais de justice du comté de Harris. Kenneth Macduff, costume mal ajusté, regarde la salle comme un terrain de chasse. Le procureur, John Segrest, ouvre. Voici le monstre qui marche la nuit et arrache nos enfants à la lumière. Étudiante Debbie Bucker. Les hurlements derrière la porte, 107. Mécano. Danny Laughlin. Voiture de Macduff, près du Quick Pack. Hank Worley. Confession tremblante. Colleen Reed, étranglée. La défense tente de le discréditer. Il crie « Je suis lâche, pas diable ». Témoin surprise. Cheryl Robinson. 2 mars 12. 2h30. Macduff frappe à sa porte, réclame des haricots. Sa maison est à 2 kilomètres de la fosse où reposera Melissa. Macduff insiste pour témoigner. Mauvaise idée. Il s'en mêle, admet sa présence près du Quick Pack, contredit ses horaires. 3H20 de délibéré. Coupable. Injection létale prononcée. 2e procès. Colleen Reed. Coupable. Seconde peine capitale. L'indignation publique pousse la gouverneure Anne Richards à signer les Macduff Laws. Perpétuité et 45 ans incompressibles, plus de libération hâtive pour crimes violents. Octobre 1988. Bill Johnston obtient de Macduff l'emplacement du corps de Colleen. Sur les rives du Brazos, il désigne la terre. Là, les pelles dévoilent le squelette refermé sur lui-même. 17 novembre 1988. Huntsville. Macduff sur la civière. Famille réunie derrière la vitre. Dernier ce mot. Relâchez-moi. L'injection coule. Son regard s'éteint. Depuis, enfin comblé. Épilogue. Le vent fait claquer les rubans des croix blanches qui jalonnent la Farm Road
917 et l'Interstate 35. Les Macduff Laws ont doublé le budget des prisons et rappelé une vérité. Le mal n'oublie jamais la route de la liberté. La justice non plus ne doit jamais oublier de verrouiller la porte à double tour.